Et donc, on peut passer à notre 5e joueur du jour qui est Kevin Durant. Kevin Durant, 37 minutes par match cette saison, 75 matchs aussi. Donc, énorme minutage à son âge, 37 minutes et demie par match et beaucoup de matchs. 108 de true shooting plus, on va en parler, plus 8% relatif à la moyenne, sur un volume encore de 29%. Donc là encore, autour de la barre des volumes de stars, évidemment. Pour te lancer, on est vraiment sur une saison décevante sur le plan collectif, mais est-ce que ce serait pas un peu le cas aussi sur le plan individuel pour Durant ? Bah moi je trouve pas tant que ça en fait. Par rapport à ses standards des 3 dernières années, depuis qu'il est revenu de blessure, de ces 3 dernières années, par rapport aux standards, c'est du KD. J'ai pas envie de dire le mot déclin parce que je sais pas, mais c'est du KD un peu moins bien que du KD d'habitude, mais c'est tellement fort que... c'est ça. C'est par rapport à ses standards, on est d'accord. Je disais pas je suis d'accord. Voilà. Il va pas être derrière Derek White, on est d'accord. Mais ouais, en fait, aujourd'hui, je crois que le but, c'est de lire mes notes. Je dis, du coup, saison individuelle. Oui, c'est le but d'un podcast, FD. Non, mais je veux dire, parce que, en fait, à chaque fois, tu me lances sur un truc où j'ai écrit à peu près la même chose. Saison individuelle qui reste dans l'absolu exceptionnelle, et ensuite avec plein de stats, mais début de déclin, point d'interrogation. Pourquoi début de déclin ? Parce que déjà, tu disais 108 de true shooting plus, ce qui est pour le commun des mortels excellent, ce qui est pour Kevin Durant un petit peu bas. L'année dernière, alors moi j'ai pas le true shooting plus, mais il était à 69% de true shooting. L'année dernière, il est à 63 cette année. Donc il y a quand même une perte d'efficacité. Pourquoi ? En fait, maintenant, c'est juste un tireur à mi-distance, parce que beaucoup de ses tirs sont à mi-distance. C'est un tireur à mi-distance exceptionnel, alors qu'avant, c'était une anomalie statistique. L'année dernière, il était à 58% à mi-distance, ce qui est inédit, ou presque. Cette année, il est à 51%, ce qui est excellent, mais pas inédit. C'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'au niveau des longs tirs à 2 points, on va dire que l'échelle est entre 30 et 50, si vous voulez. À 40%, c'est un peu au milieu, on se dit, 40%, c'est pas mal quand même, sur les longs tirs à 2 points. 50, c'est élite. Sauf que l'an dernier, et récemment, même ça fait plusieurs saisons qu'il était autour des 60, qui était la zone historique Kevin Durant, quoi. Il y a pas beaucoup qui font des 60% sur les longs tirs à 2 points, quoi. C'est extraordinaire. Donc cette année, c'est, on va dire, c'est revenu un petit peu à la normale de l'excellence. Ouais, il est devenu mortel, quoi. Voilà, c'est ça. Après, le contre-coup, c'est que avec l'âge n'aidant pas, et finalement le profil de Kevin Durant étant ce qu'il est, il va encore moins au cercle que d'habitude, en tout cas pas forcément que les saisons d'avant, parce que il y avait aussi ces soucis de blessure, mais pour un Kevin Durant qui joue beaucoup dans la saison, il va peu au cercle. Il provoque quand même des fautes, parce que voilà, c'est aussi un joueur qui est très fort à provoquer des fautes sur des tirs à mi-distance. Mais voilà, tu augmentes tu gardes un volume très haut de tirs à mi-distance, tu baisses l'efficacité, tu vas pas trop au cercle, et à 3 points, tu restes excellent, t'es à 41%, ce qui donne un true shooting plus ou une efficacité excellente, mais pas au niveau d'anomalie statistique qu'est Kevin Durant habituellement. C'est vrai que c'est un peu toute la conversation, c'est que on va parler de déclin, mais en fait c'est déclin par rapport à ces standards qui sont des standards qui sont surhumains en fait. Donc en fait, malgré le fait qu'il soit moins bon qu'avant, il reste encore quasiment meilleur que l'intégralité de la NBA. Je caricature un peu, mais c'est l'idée, quoi. Quand on parle de déclin, ok, il est moins bon qu'avant, mais en restant à un niveau qui est quand même assez extraordinaire. Et d'ailleurs, un point qui illustre, qui symbolise même parfaitement ça, au niveau du true shooting plus. Donc, le true shooting, c'est l'efficacité au scoring individuel. Le true shooting, productivité, efficacité. Le plus, donc, c'est relatif à la moyenne, parce qu'on a eu une telle évolution du jeu que les standards ont évolué. Donc, c'est comme ça qu'il faut un peu regarder à travers les années. Bref, pourquoi je dis ça, c'est que donc il est à 108, plus 8% par rapport à 100. Donc 108 de true shooting plus. La dernière fois qu'il a fait moins bien que ça, FD, Stephen Curry et James Harden étaient à la fac. Voilà. Voilà pour vous dire le monstre, en fait, d'efficacité que ça a été. Donc, d'un côté, premièrement, mais deuxièmement aussi, plus petit score pour lui depuis 2009, du coup, saison 2009. Mais sauf qu'avec un plus 8, il est encore le 6e joueur le plus efficace de NBA parmi les gros volumes. Voilà aussi comment résumer tout ça. En fait, il part de tellement haut
que même sa plus mauvaise saison, pour lui, il est encore le 6e meilleur joueur le plus efficace de NBA. Derrière, je crois que c'est des Jokic, c'est des Embiid, c'est des SGA ou LeBron ou des mecs comme ça, quoi. Mais pas plus, quoi. C'est assez extraordinaire. Donc, c'est un peu là-dessus où la conversation va être compliquée parce que, tu vois, si je sors le podcast ou si je sors la vidéo YouTube en mode ouais, déclin de Durant, on va me dire mais non, mais il est encore bon. Et oui, mais en fait, il part de tellement haut que le déclin, il est là. Mais presque parfois il se ressent pas trop tellement en fait il part de haut et qu'on dit en fait bah ouais, même avec ce déclin on a quand même un joueur qui est assez extraordinaire, quoi. Tu parlais du shot making, effectivement, alors 52% sur les longs 2, c'est plus comme avant mais c'est encore extraordinaire. 41% à 3 points, bref, il y a plein de trucs comme ça qu'on pourrait citer, mais les éléments de déclin un peu, si on pourrait les citer vu qu'il commence à avoir 35 ans, je pense qu'il y a un peu des éléments physico-athlétiques peut-être qui se rajoutent aussi là-dedans avec l'âge, mais on peut le lire un peu pour moi sur l'efficacité, peut-être sur la pression au panier, comme tu dis, qui est beaucoup plus faible que ce qu'on a pu connaître dans son prime, évidemment. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir 30% de tir au panier, il en a que 18, hein, par exemple. Enfin, pas par exemple, mais concrètement, je veux dire. Le shooting foul percentage, les fautes provoquées, on est à 11%, qui est beaucoup plus faible qu'avant, mais là encore, 11%, c'est très correct, hein, c'est pas élite, mais c'est très correct. D'ailleurs, là encore, hein, son taux de lancer franc relatif à la moyenne, c'est son plus petit total depuis 2009, donc voilà. Et pourtant, on est au-dessus de la moyenne. Tu vois, on est à 121 de taux de lancer franc plus, hein, free throw rate plus petit total depuis 2009, mais bah, on est quand même au-dessus de la moyenne, on est au-dessus de 100. Donc voilà. Et l'autre élément aussi du déclin, je sais pas ce que tu en penses, c'est un peu au niveau de la défense. Oui. Ça fait pas mal de saisons, 3-4 saisons qu'on parle du Kevin Durant un peu en défense off-ball notamment. La période de Nets pour moi a été très très bonne, peut-être même sa meilleure en carrière en termes de défense off-ball, protection de panier, les aides, etc. Je trouve que cette année, on a été quand même un peu moins bon sur ce volume off-ball défensif que ce qu'on a pu avoir depuis 2-3 ans, quoi. Surtout qu'il y avait besoin. Je me rappelle quand les Nets font ce trade là, quand les Suns font le trade, envoient DeAndre Ayton et récupèrent Yusuf Nurkic, une des premières choses que je me dis, mais c'est pas très grave. Yusuf Nurkic sur pick and roll, c'est pas bon, enfin c'est pas excellent, c'est pas grave. Il y a Kevin Durant en second rideau pour aider s'il y a besoin. Mais en fait, mine de rien, si on regarde concrètement ce qui s'est passé dans les matchs, c'est pas tant que ça. Kevin Durant, son activité défensive, notamment au deuxième rideau, c'est plus ce que ça a été, comme tu l'as dit, honnête, ce que ça a été aux Warriors, même si les Warriors c'était facile parce que t'avais Draymond Green à côté en plus, donc c'était, et Iguodala, donc c'était encore facile. Mais non, effectivement, c'est un petit peu, on reste un peu sur notre fin défensivement. Il n'en demeure pas moins que ça reste un défenseur intelligent dans les rotations, peut-être moins agressif qu'Honnête, mais intelligent dans les rotations, et avec surtout d'excellentes mains. Tu vois, alors il est à 2,8% de block percentage, ce qui est dans le 76e percentile, ce qui est bien. Ouais, c'est très bon, ouais. J'ai regardé tous ces contres. La NBA, tu sais, les contres, mais que tu fais quand le ballon il est en train de monter. Ouais, ce qui a avant été des styles en fait, hein, les swipe down, voilà, les swipe down, bah ça en fait c'est compté comme des contres actuellement. Ça peut être contré comme des interceptions, ça dépend. Mais beaucoup de ces contres sont ça parce qu'il a des excellentes mains, il a un bon sens du timing. Mais en termes de protection de cercle pur, en termes de qualité, on y est encore. En termes de volume, on n'y est plus. Je suis d'accord. Mais après, là encore, on parle de déclin, enfin en tout cas de moins bon qu'avant en défense. Je pense qu'on est largement au-dessus de la moyenne encore. Tu vois, je parlais de ça, mais parce qu'il y a une époque au Nets où il était assez fantastique, hein, sur cette défense en deuxième rideau. Bah voilà, tout ce qui est la fameuse année 2021 où ils doivent aller au titre modulo les blessures. Bah pour le coup, c'est des systèmes en switch qui marchent aussi parce que derrière t'as Durant qui assure un minimum de protection de panier quand t'as un switch qui va attaquer Harden, Blake Griffin, Kyrie, etc., quoi. Donc on était vraiment à un paroxysme de défense off-ball qui avait un peu commencé à Golden State mais qui s'est vraiment terminé, je trouve, au côté Nets. Là, c'est vrai que cette saison était un peu moins bien qu'attendu. Alors, je sais pas si c'est l'âge, donc déclin, je sais pas si c'est juste une mauvaise saison. D'ailleurs, je m'attends un peu à ce que ça remonte un peu l'an prochain avec Budenholzer, hein, donc ça c'est à suivre aussi, mais voilà, c'est peut-être plusieurs éléments qui pourraient signifier un début de déclin, à mon sens, entre cette défense, entre la pression au panier, entre l'efficacité, etc. Mais bon, je pense qu'avec tout ça, on est tout de même sur un profil qui est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, on peut faire la transition vers le classement, si tu veux bien. Où est-ce qu'on l'imagine alors ? Je pense qu'il va falloir un peu refaire ce haut classement, si t'es d'accord, peut-être, non ?
Par rapport aux 2 premières places, tu veux dire? Ouais, non, je sais pas, où est-ce que tu le mettrais déjà de base, toi? Moi, j'ai pas de mal à le voir, premier, hein. On va pas se mentir, hein. Actuellement, on a Kawhi ou Tatum, donc on en a discuté au début, en intro. Donc on peut mettre 1-2, en fait, pour moi, Kevin Durant, il fait partie de ce groupe-là. Donc tu vois, là, on est à 1-2-3, ou 2-3-1, ou 3-2-1, quoi. Pour moi, il y a un peu bataille pour le 1. Mais pas avec Tatum, justement. C'est vrai que, tu vois, plus j'y réfléchis, plus je me dis Kawhi Leonard. En fait, là où une saison normale de Durant, pour moi, serait au-dessus de Kawhi, assez facilement. Là, les deux, je crois, cette année, sont au même niveau d'efficacité. Alors, c'est pas que ça, on a dit, hein, le Kawhi est un peu dans son prime offensif, premier de NBA en termes d'isolation, etc., etc. Ok. Et de l'autre côté, Durant un peu moins bon. Mais ce que je te propose, c'est un peu de réorganiser tout ça. Soit Durant, soit Kawhi en 1, et ensuite Tatum en 3. Est-ce que ça t'irait, un truc comme ça? Moi, ça me va. Et puis. Mais la question, c'est lequel des deux on met en 1? Parce que Kawhi a du passing que n'a pas Durant, par exemple. J'aurais tendance à dire si on, ça dépend à quel point on souhaite pénaliser la défense de Kawhi Leonard. Parce que pour moi, l'attaque de Kawhi Leonard cette année est au-dessus de l'attaque de. Alors, en fait, justement, pour moi, l'attaque de Kawhi Leonard, Kawhi Leonard est légèrement au-dessus de celle de Kevin Durant cette année, parce que accès au cercle, parce que passing. Et une fois qu'on a dit ça, je pense que la défense de Kawhi Leonard, même si elle est plus au niveau de ce qu'on peut attendre de Kawhi Leonard, elle reste quand même au-dessus de celle de Kevin Durant. Donc pour moi, j'aurais Kawhi Leonard en 1, Durant en 2 et Tatum en 3. Ouais. Effectivement, je sais pas trop. J'ai pas envie de mettre trop de malus non plus à ce côté mauvaise saison d'efficacité, mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu l'exercice, hein. Mais tu vois, c'est pour ça que je me permets de reclasser aussi, parce que déjà on en a parlé avec deux, trois personnes un peu avant, et surtout je me dis, quand je fais le duel, pour moi, Kawhi Leonard et Durant sont un peu côte à côte, alors que Tatum pas forcément par rapport à Durant. Donc ça m'allait un peu de tout réorganiser comme ça. Kawhi 1 alors, tu dis? Moi je mettrais ça, ouais. Ok, je suis pas vendu, mais ok. Je vais voir à quel point je me fais engueuler. Et s'il y a 3-4 personnes qui m'engueulent, on va refaire passer Durant au-dessus, je sens, mais ok, faisons comme ça pour l'instant. On peut l'argumenter. Et donc, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 7 février 2024 et c'était un poster dunk sur Giannis Antetokounmpo. Est-ce que tu t'en souviens de ce moment marquant de cette année? Qui est sur le terrain? Es-tu capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce poster dunk sur Giannis? Donc on part sur les Suns. Donc Durant, Booker. Oui. Pardon. Durant, oui, mais pas Booker. Ok. Bill, du coup? Ou alors c'est quand il est blessé? Bill, en effet, ouais. Bill. Ouais, Bill est là. Attends, est-ce que je suis en train d'avoir une hallucination, ou est-ce que Campaign était dans cette équipe des Suns? Non, mais il était sur le terrain pour les Bucks, donc bravo. Ah, super, mais oui, mais c'était fait exprès, Ah, d'accord, ok. Alors, qui d'autre? Non, il y a un fanboy de Daryl Morey. Royce O'Neal? Non, un très grand fan de Daryl Morey qui le suit partout. Il a joué aux Rockets pour Daryl Morey et qui là a signé aux Sixers. Et qui jouait l'an dernier... qui jouait l'an dernier aux Suns, qui a démarré aux Clippers de Blake Griffin, qui ensuite est allé... Je crois que tu t'en as parlé dans la centaine avec moi. Notre top 100 des années 2010, tu l'avais fait en plus. Clippers, New Orleans, dans le trade de Chris Paul. Je l'ai, c'est bon, Eric Gordon. Exactement. Oui, pardon, excuse-moi. Oui. Petit bug. Oui, excuse-moi. Eric Gordon, ouais, effectivement. Alors, à l'intérieur, du coup, on a qui? On a Nurkic. Oui, tout à fait. Ok. Et du coup, Josh Okogie en dernier? Non. On a quelqu'un qui n'est pas super, mais qui est... Qui est pas super, mais qui est top, qui est... En général, la saison de NFL se termine par un match qui est la version super de lui. Ah, le ball. Le ball. Le ball, en effet, tout à fait. Ok, ouais, super. Et côté Bucks? Du coup, côté Bucks, on a du coup Giannis, Brook Lopez. Lopez n'est pas sur le terrain, non. Donc c'est Bobby Portis.
Exactement. Damien Lillard. Non, c'est Campaign. Ah bah oui, c'est Campaign. Chris Middleton, ou bien il est blessé. Non, pas Middleton. Pas sur le terrain à ce moment-là. Est-ce qu'on a Jay Crowder? Jay Crowder, oui, tout à fait. Et le dernier, c'est un joueur de baseball. Il n'y a pas de jeu de mots, il était joueur de baseball avant. Pat Connaughton. Exactement, Pat Connaughton, tout à fait. T'avais la référence alors? Ouais.